bienvenue à tous. Nous avons lancé le premier forum Légipresse en 1997. C'est sur la vie privée, c'est ce que me rappelait Emmanuel Dorieux. Ça fait donc la 20e édition, puisque nous n'avons pas, depuis cette première rencontre, nous n'avons pas manqué une année. C'est toujours le premier jeudi d'octobre. Et je suis content que ça perdure, car à chaque fois, nous avons des échanges très riches. Cette année, c'est un beau sujet que celui de l'intérêt général, qui est une notion qui nous vient de la Cour européenne des droits de l'homme, qui n'est pas vraiment définie par la loi française, mais bouleverse un peu toutes les lignes. Nous avons scindé les travaux de la journée en deux parties qui s'imposaient au regard de la liberté d'information et au regard de la liberté de création, qui sont un peu les deux pans de Légipresse, la loi sur la presse et le droit d'auteur. Mais pour commencer, et ça sera très utile pour éclairer notre réflexion et guider un peu nos débats, une première table ronde qui est un peu introductive, et je suis très heureux que nous aient rejoint les personnalités qui sont autour de moi pour recentrer tant sur le terrain de la Cour européenne des droits de l'homme, mais avant cela, l'introduction générale du droit. Et je suis content d'accueillir monsieur le professeur Didier Truchet, qui va nous donner son point de vue. C'est en tout cas comme ça que c'est marqué sur le carton d'invitation. Et je vous cède donc aussitôt la parole. Merci, Monsieur le Président, et merci de m'avoir invité à ce colloque. Comme les consignes sont d'être extrêmement brefs, je vais vous livrer simplement le squelette de quelques réflexions suscitées par une longue fréquentation de l'intérêt général. Le premier point que je voudrais souligner, parce qu'il me paraît important, est que l'intérêt général n'est pas une notion spécifique du droit de la communication et de la presse, qu'il n'est pas davantage, contrairement à ce qu'on pourrait croire, une notion spécifique du droit public, qu'il est véritablement une notion transversale du droit français. Bien sûr, d'un champ de ce droit à l'autre, le contenu que l'on affecte à l'intérêt général peut varier, mais ce que je crois profondément et qui me paraît important quand on mène un raisonnement juridique, y compris dans notre matière, c'est l'unité profonde de la manière dont on le conçoit et l'unité profonde des fonctions qu'on lui fait remplir dans un raisonnement juridique, quel que soit encore une fois le champ dans lequel ce raisonnement se déploie. Alors, conception-fonction, ce seront les deux parties. Vous voyez, Monsieur le Président, que je ne perds pas de temps sur l'introduction. Et conception de l'intérêt général. Je crois qu'il est de toute manière impossible et qu'il serait peu souhaitable de prétendre définir l'intérêt général de manière abstraite. Tous ceux qui l'ont tenté, d'ailleurs, y ont échoué. Parce que l'intérêt général est une notion fonctionnelle et pas une notion conceptuelle. Et je voudrais traiter ici, dans le même souci de rapidité, 3 points. La définition, donc. Je n'ai jamais réussi, mais je ne suis pas le seul, jamais réussi à définir l'intérêt général autrement que comme les besoins de la population, ce qui est extrêmement vague, bien entendu, mais qui en même temps montre son assise sociologique. Ce qui est d'intérêt général est ce qui répond aux besoins de la population, y compris quand il s'agit de son information. On peut aujourd'hui peut-être, mais ça n'est guère plus précis, parler d'intérêt du public au lieu de besoin de la population.
c'est simplement une question de formulation, mais public est un mot qui s'impose progressivement dans le vocabulaire juridique lui-même, et c'est d'autre part, à mes yeux, et depuis très longtemps, la notion centrale qui permet de définir la communication et de la distinguer de la correspondance privée. Vous connaissez cela, je n'ai pas le temps de développer, mais toutes les définitions de la communication audiovisuelle, etc., montrent que une opération de communication est la mise d'un message, d'une information, d'une donnée, peu importe, à la disposition du public ou d'un public. Alors que la correspondance privée, c'est du point à point, c'est du personne à personne. Ce qui explique la liberté de la première et le secret protégé pénalement de la seconde. Et intérêt du public, et public, c'est également une expression qui vient de faire une irruption massive en droit administratif où il n'était pas inconnu, avec la publication il y a quelques mois de ce nouveau code des relations du public avec l'administration. Rien de plus sur la définition. Deuxième point. Oui, mais alors si on ne peut pas, et sans doute on ne doit pas, définir abstraitement l'intérêt général, comment l'identifier concrètement? L'intérêt général, c'est un des points de passage du fait au droit. Il arrive un moment où, j'y reviendrai, quelqu'un dit « ça, c'est l'intérêt général ». Et cette opération est extrêmement située dans le temps et dans l'espace. Elle est extrêmement dépendante des circonstances de temps et de lieu. Ce qui fait, et toute la jurisprudence, y compris dans notre matière, en témoigne, que ce qui est d'intérêt général ici peut ne pas l'être là, ce qui est d'intérêt général à un moment peut ne pas l'être à un autre moment. Et cette appréciation de l'intérêt général, je l'ai vue, alors pour ce qui est du droit administratif, considérablement évoluer. Il fut un temps où l'intérêt général s'affirmait et ne se démontrait pas, où sa légitimité apparente faisait qu'il était péremptoire. Aujourd'hui, il est impossible de procéder ainsi. L'intérêt général se discute cas par cas, y compris pour savoir ce qu'est un débat d'intérêt général, se discute, se démontre, est lui-même l'objet d'un débat. Et il est de moins en moins affirmé péremptoirement et isolément. Il résulte aujourd'hui, et je crois que c'est vraiment très général dans le champ du droit à nouveau, d'un bilan, d'une pesée des intérêts, d'une balance. Balance entre quoi et quoi? L'intérêt général que l'on essaie d'identifier et d'autres intérêts généraux. L'intérêt général que l'on essaie d'identifier et, on en parlera je crois tout à l'heure ou cet après-midi, par exemple l'ordre public et le terrorisme. L'intérêt général est bien entendu les intérêts privés. Qui doit l'emporter? Et même dans la jurisprudence administrative, ça n'est pas toujours l'intérêt général tel que défini par l'administration. Qui doit l'emporter face à d'autres valeurs également légitimes que sont par exemple le secret de la vie privée. Étant entendu, et il ne faut pas qu'il y ait de confusion sur ce point, que intérêt général et intérêt privé ne s'opposent pas nécessairement. Cela peut arriver et dans ce cas-là, l'intérêt général s'impose. Mais il n'est pas rare qu'il soit d'intérêt général de satisfaire des intérêts privés. Et je passe au troisième point. Alors, qui détermine l'intérêt général? De la manière que je viens d'essayer d'exposer. Nous avons tous un tropisme contentieux, à mon avis excessif, dans notre manière de faire du droit.
et les administrativistes, j'en suis un, plus que les autres en raison du caractère prétorien du droit administratif. Et bien sûr, lorsqu'il y a contentieux, que ce soit devant une juridiction nationale, une juridiction européenne, une juridiction internationale ou devant un arbitre, le dernier mot appartient au juge. Et c'est in fine lui qui fait cette pesée des intérêts, qui le conduit à dire c'est d'intérêt général ou c'est pas d'intérêt général. Mais nous le savons tous, mais peut-être ne le dit-on pas assez, on n'arrive pas toujours au juge. Et avant d'arriver au juge, il y a toute une série d'acteurs du droit qui ont fait eux-mêmes cette appréciation. Et notamment, dans notre matière, les journalistes, les médias et leurs conseils. Ou bien une association, ou bien une administration. Il y a donc une sorte de chaînage dans l'évaluation, la conception de l'intérêt général, dont les principales étapes sont les premières et dont la juridiction ne constitue que la dernière. Deuxième partie. Non, mais prenez votre temps, parce que ça, c'est très... Deuxième partie, les fonctions de l'intérêt général. Alors, je la concevais encore plus brève pour vous arranger. Deuxième partie, donc, les fonctions de l'intérêt général. Et là aussi, j'ai toujours été frappé par... depuis que je regarde l'intérêt général, qui pour moi est un peu une tunique de Nessius, parce que je lui avais consacré ma thèse en, oserais-je le dire, 1975. J'ai toujours été frappé par l'unité des fonctions de l'intérêt général, où que ce soit. Cette fonction, elle est essentiellement, à mes yeux, d'être un instrument de mesure. C'est un instrument de mesure pour l'exercice d'un pouvoir ou l'exercice d'une liberté par une personne morale ou par une personne physique. Ce qui veut dire que l'intérêt général peut aussi bien autoriser qu'interdire ou limiter. Et, je le précise, en droit administratif c'est très spectaculaire, mais à vrai dire ça n'est pas moins dans la jurisprudence, mais vous me corrigerez tout à l'heure, de la Cour de Strasbourg. Interdire ou autoriser, au-delà même, indépendamment même, bien souvent, du texte formel de la loi ou de la règle que l'on applique. Autoriser. Je crois que c'est tellement évident que je peux passer très vite. L'intérêt général est une condition de licéité, d'abord de toute une série d'opérations administratives, évidemment. Pas d'utilité publique ou d'intérêt général, c'est pareil, pas d'expropriation. Pas d'intérêt général, pas de possibilité de créer un service public. Mais, à l'inverse, utilité publique autorise l'expropriation, intérêt général autorise la création d'un service public, intérêt général autorise une dérogation à la règle, une exception, etc., etc. Et d'ailleurs, en droit de l'Union, c'est pareil, intérêt général autorise la création d'un service d'intérêt général, que ce soit un service d'intérêt économique général ou pas, et donc les dérogations aux règles du marché unique. Mais l'intérêt général est aussi, dans le débat d'intérêt général qui nous occupe, ce qui autorise la publication d'une information, quand bien même cette information serait ou paraîtrait être couverte par un secret légalement protégé. L'intérêt général autorise, dans une perspective d'open data, la mise à disposition du public, le public, d'un certain nombre de données dont on aurait pu penser à un moment ou à un autre qu'elle était, elle aussi, couverte par une règle de propriété ou de secret. L'intérêt général
en droit pénal est ce qui autorise, au titre de l'opportunité des poursuites, l'action publique, ou ce qui autorise une autorité administrative à prononcer une sanction administrative, par exemple une autorité de régulation. Seulement, comme tout instrument de mesure, je le disais, ça joue dans les deux sens, l'intérêt général autorise, mais l'intérêt général prohibe. Alors, évidemment, c'est particulièrement visible en droit public, en raison de la puissance publique, et pour cette autre raison évidente, au moins pour un administrativiste, que la règle probablement numéro 1 du droit administratif est qu'une autorité administrative doit toujours agir dans l'intérêt général, ne peut jamais agir contre l'intérêt général. C'est la théorie du détournement de pouvoir, aujourd'hui d'ailleurs assez oubliée parce que relayée, presque absorbée dans les conflits d'intérêts. Alors, en droit privé, où n'existe pas cette obligation pour les personnes d'agir dans l'intérêt général, c'est moins apparent. Mais si vous pensez à l'intérêt social du dirigeant d'entreprise et aux prohibitions que cet intérêt social oppose à un certain nombre de pratiques, vous trouvez la même chose. L'intérêt général interdit, c'est un autre de mes hobbies que le droit de la santé, interdit aux professionnels et aux établissements de santé, comme aux producteurs de produits de santé, d'agir contre l'intérêt de la santé publique. Alors, en va-t-il de même en matière de presse et de médias? Apparemment, c'est beaucoup plus difficile à soutenir en raison précisément de la liberté de la presse. Et il ne viendrait, je pense, à personne l'idée d'affirmer qu'un journaliste ne doit pas nuire à l'intérêt général, parce que ça ne voudrait rien dire. Et pourtant, vous connaissez tous le paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention, ses limites à la liberté de la presse, ses devoirs et responsabilités, je cite, mais c'est une manière de vous passer le flambeau, je n'empiète pas sur votre domaine, pas beaucoup, qui sont nécessaires à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime et à la protection de la santé et de la morale. Ces valeurs sont ce que nous nommons, en tout cas en droit administratif français, mais un peu partout, des intérêts généraux. Et l'on voit bien ici que l'intérêt général prohibe la divulgation d'un certain nombre d'informations, de même d'ailleurs qu'un certain nombre des délits de presse, la loi Guesso et d'autres, qui protègent les intérêts généraux, eux aussi limitent la liberté de la presse et la capacité d'expression. Et il n'y a pas que il ne fait pas que prohiber la mise à disposition du public d'un certain nombre d'informations, il prohibe aussi certaines modalités de mise à disposition publique de ces informations. Et c'est mon dernier mot, et c'est aussi le témoin que je passe à mon successeur. La seule décision de la Cour de Strasbourg que je me permettrai de citer, c'est l'affaire Stoll contre Suisse de 2007, où, je résume, la Cour considère que la manière dont un journaliste qui a été condamné pénalement pour cela a traduit, mais aussi travesti une information, prive son article de toute contribution à l'intérêt général et justifie la sanction pénale qui lui a été infligée. Voilà, Monsieur le Président, 18 minutes.